Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice qui concerne des pendules couplées par un ressort. Donc, c'est pas un exercice facile. Je vous invite à bien lire l'énoncé et à essayer de le chercher, comme d'habitude, par vous-même. Et ensuite, une fois que vous avez essayé de résoudre le problème, vous regardez la vidéo avec la correction que je propose. Donc, on considère deux pendules simples de même masse. Donc, j'ai préparé le schéma au préalable pour gagner un petit peu de temps. Donc, on a deux pendules simples constituées de deux fils de même longueur petit l, ici, inextensibles. Alors moi, la longueur ne sera pas forcément la même sur mon dessin puisque j'ai grossi un peu les angles pour que ce soit bien visible. On a deux masses qui sont suspendues au bout de ces fils que je vais appeler M1 et M2, les points matériels de masse petit m. On nous dit qu'au repos, la longueur à vide du ressort, c'est petit l0. Et on écarte initialement le pendule 2 d'un angle θ0, on les lâche sans vitesse initiale, et on va noter θ1, θ2, les angles par rapport à la verticale, et y1 et y2, les déplacements horizontaux des deux masses. Donc on me demande dans un premier temps quelle est la longueur du ressort à l'équilibre, et on m'a expliqué qu'à l'équilibre et au repos, les pendules sont verticaux. Donc au repos, les pendules sont verticaux. Donc on se retrouve dans une situation très simple, où la longueur est égale à L0, ici, à l'équilibre. Et à l'aide de l'hypothèse concernant l'amplitude des mouvements, ici on nous dit qu'on a des petits déplacements horizontaux, pour proposer des approximations sur les fonctions trigonométriques des angles, et une relation simple entre y, et θi, ça va nous servir dans la suite. Eh bien on a sin θi, sinus θi, qui est égal ici à yi, l'opposé sur l'hypoténuse sur L, et donc on va pouvoir écrire que yi est à peu près égal à L fois θi dans l'approximation des petits angles, c'est-à-dire qu'on va, à chaque fois qu'on va rencontrer des sinus, des angles, on va les remplacer par L fois θi, et cos θi, pour des angles petits, le cosinus va se comporter à peu près comme 1. Donc on va remplacer partout où il y a des cosinus par 1, ce qui va nous simplifier énormément les équations dans la suite. Donc voilà pour le travail de départ. La longueur à l'équilibre, c'est L0 du ressort. Et le cos θi est égal à 1, le sin θi est égal à θi, ce qui fait que y est égal à L θi. Donc dans la question 2, on attaque le gros de l'exercice. On nous demande d'établir les équations différentielles en appliquant le théorème du moment cinétique à chacune des masses. Donc on rappelle le théorème du moment cinétique par rapport à un point fixe. Donc je vais commencer au point O1 fixe sur M1, de masse M, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Eh bien je vais avoir que la dérivée par rapport au temps du moment cinétique du point M1 par rapport au point O1 est égale à la somme des moments par rapport à ce même point O1, des forces qui s'exercent sur ce point matériel, avec le moment cinétique de O1, de M1 par rapport à O1 qui s'écrit OM1 produit vectoriel MV1. Et donc pour le calculer, je vais utiliser le repérage cylindrique. J'ai proposé un repérage cylindrique sur mon schéma en rose. Et donc ça va me faire, pour le vecteur OM, c'est de la cinématique classique, L selon euro. Et pour la vitesse, comme la longueur est fixée à L, ça va me faire ML θ point Eθ1, ce qui fait ML carré θ point EZ, où le vecteur EZ est le vecteur des coordonnées cartésiennes, ce qui fait que, premier terme, la dérivée du moment cinétique est égale à ML carré θ point point EZ. Donc ça, c'est le moment cinétique, avec θ, évidemment, qui est θ1, pardon, j'ai déjà commencé à perdre mes indices, ici, il va falloir être vigilant, on a deux pendules, donc c'est bien θ1 partout, ici, par contre, la longueur est la même. Ensuite, il faut regarder les actions. Donc les actions, on va avoir comme action qui s'exerce la tension du fil, T, ici, le poids, P, et une force de rappel qui peut être dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, je la dessine accessoirement dans ce sens. Et ces trois forces s'exercent au niveau du point M1. Donc on va commencer par la plus simple. Le moment par rapport à O1 de la tension du fil, c'est évidemment le vecteur nul, puisque elle est collinéaire au vecteur OM, car OM1 est collinéaire à T. Le moment par rapport à O1 du poids, celui-ci, c'est le même que pour le pendule simple. Donc j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique comment déterminer l'équation du mouvement du pendule simple. Et donc le moment du poids, je vous invite à vérifier que vous allez trouver moins MGL sin θ1 selon EZ. Et donc ici, on va faire directement notre approximation, moins MGL
θ1 selon EZ. Hein. On peut le retrouver en cherchant le bras de levier pour ceux qui ne voient plus comment le faire. Vous prolongez la droite d'action du poids et vous avez le bras de levier qui va se retrouver ici et qui va être égal à L fois sin θ1 et ensuite vous multipliez par mg et vous regardez le signe avec un poids qui vous entraîne ici dans les θ décroissants, c'est-à-dire un moment qui doit rentrer dans la feuille. Et donc ici on a quelque chose qui est négatif, donc moins mgl sin θ1. Et enfin vous avez la force de rappel. Alors là il y a un petit peu plus de travail. Pour la force de rappel, c'est sur celle-ci qu'on va passer un peu plus de temps. Donc on sait que la force de rappel en norme, elle est égale à K fois L moins L0. En valeur absolue, mais ici on a L qui est plus grand que L0. Et donc la longueur à l'instant T du ressort, eh bien c'est la longueur du ressort représentée sur mon dessin. Donc c'est cette longueur-là. Et donc cette longueur-là, ça c'est L de T. Eh bien si vous regardez bien, L0 c'est la longueur qu'on avait au départ, donc la longueur entre les deux verticales. Ça c'est L0. Eh bien, pour avoir la longueur L de T, il faut partir de L0, il faut rajouter le Y2 que vous avez ici, mais il faut retrancher le Y1 qu'on a à gauche. Donc on a ici L de T qui est égal à L0 plus Y2 moins Y1, c'est-à-dire L0 plus L facteur de θ2 moins θ1. Puisque je remplace y par L fois θ, comme on l'a vu en question. Et ensuite, il faut réfléchir au moment. Ça, c'est que la norme de la force de rappel. Maintenant, pour le moment de la force, il faut trouver le bras de levier. Donc, je prolonge cette droite d'action, ici. Et le bras de levier, alors désolé, hein, évidemment que c'est un petit peu surchargé au niveau de ma feuille, mais le bras de levier va être ce que je suis en train de tracer en violet, ici. Le bras de levier de la force de rappel qui vaut L cos θ1, c'est-à-dire, dans notre approximation des petits angles, à peu près L. Donc on en déduit que la norme du moment de la force par rapport à O1, de la force de rappel, en norme, hein, c'est égal à L fois K, facteur de L moins L0, c'est-à-dire L, facteur de θ2 moins θ1, c'est-à-dire K L carré, facteur de θ2 moins θ1. Et ensuite, on doit réfléchir au signe. Et donc, pour réfléchir au signe, on va se mettre dans une situation particulière. La situation que moi j'ai représentée, c'est une situation pour laquelle le ressort est d'une longueur plus grande que la longueur à vide. C'est-à-dire que le ressort, il est étiré. Donc, comme le ressort, il est étiré, eh bien, des deux côtés, il va chercher à se rétrécir. Et donc, c'est pour ça que j'avais dessiné, des deux côtés, les forces de rappel vont avoir tendance à ramener les points matériels vers le centre pour comprimer le ressort. D'accord ? Et donc, comme la force de rappel, moi pour l'instant je m'intéresse au point de gauche, M1, la force de rappel va donc vous entraîner, va donc avoir tendance à augmenter l'angle θ, ce qui fait que le moment de cette force de rappel doit être porté par plus EZ, hein, en vertu de la règle du tire-bouchon, pour avoir une rotation dans le sens direct. Donc ici, on en déduit que le moment par rapport à O1 de la force de rappel est égal à plus K L carré, facteur de θ2 moins θ, selon EZ. Voilà, c'est pas évident, mais on peut y arriver si on écrit proprement les choses et si on ne se trompe pas sur les signes. Et donc finalement, si on applique le TMC, on se retrouve avec M L carré θ1 point point, ça c'est la dérivée du moment cinétique, égale moins MGL sin θ1 plus K, pardon, le sin θ1, on a dit qu'il se transformait en θ1, plus K L carré, facteur de θ2 moins θ1. Je vais diviser tout le monde par ml carré, et je me retrouve avec θ1 point point, plus, je vais laisser comme ça, plus G sur L θ1, ici j'ai divisé par ml carré, plus ou moins K sur M, facteur de θ2 moins θ1, égale 0. On a obtenu la première des équations différentielles couplées, hein, puisqu'il y a à la fois θ2 et θ1 qui interviennent dans cette équation. Et donc, ce sont l'équation différentielle couplée du premier pendule.
Alors pour M2, je vais aller un petit peu plus vite, pour la simple et bonne raison que la démarche est à peu près la même. Le moment du poids va être le même, mais en remplaçant θ1 par θ2. Je pense que ça vous devez être à peu près convaincu que ça va donner ça. Le moment de la tension du fil ne change pas. C'est toujours 0. Et le moment de la force de rappel, la force de rappel va avoir la même norme, puisque le ressort a la même longueur. Et par contre, on va avoir un signe simplement différent, puisqu'ici, la force de rappel tend à rétrécir le ressort, ce qui fait que l'angle θ2 doit diminuer. Et donc, on aura simplement un moins. Donc, pour M2, on va avoir tout simplement, je reprends le résultat précédent, ml carré θ2 point égale moins mglθ. Ça ne change pas, le poids entraîne toujours dans le sens indirect pour les deux pendules. Par contre, ici, j'ai un moins k, L carré facteur de θ2 moins θ1, ce qui fait que je me retrouve avec θ2 point plus G sur L θ2 moins, plus, pardon, cette fois-ci, K sur M θ2 moins θ1 égale 0. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient pour la deuxième équation différentielle. Donc on a obtenu les équations différentielles couplées, on a fait le plus gros du travail. Je pense que c'était une question assez difficile sur laquelle il y avait beaucoup à discuter. Donc comme d'habitude, hein, si c'est pas clair, mettez bien en commentaire ce qu'il faut expliquer, notamment peut-être l'aspect sur le signe du moment, c'est pas vraiment la partie la plus difficile. Et ensuite, on nous demande de résoudre les équations. Et là, c'est une méthode qu'il faut avoir déjà vue dans sa vie. Pour découpler des équations, on va utiliser la variable somme et la variable différence. Donc on pose S égale θ1 plus θ2, D, alors je vais essayer de ne pas me tromper par rapport à l'énoncé, c'est θ2 moins θ1. Et vous allez voir qu'on va être capable de découpler les équations, et ensuite de revenir à θ1 et θ2 par tout simplement la demi-somme et la demi-différence, puisqu'on s'aperçoit que si on somme S et D, il nous reste tout simplement θ2. Donc θ2, c'est égal à S plus D divisé par 2, ce qu'on appelle la demi-somme. Si vous faites S plus D, vous voyez bien que vous allez obtenir 2θ2. Et θ1, lui, par contre, va être égal à S moins D sur 2. Donc vous voyez que si je suis capable de trouver séparément S et D, eh bien je peux ensuite revenir à θ1 et θ2. Donc pour faire ça, je vais simplement sommer, vous allez voir, mes deux équations. Je fais 1 plus 2, les deux équations que j'ai obtenues avant, et la magie va opérer puisqu'on va se retrouver avec θ1 point plus θ2 point plus G sur L facteur de θ1 plus θ2, et ensuite on a le terme en moins K sur M θ2 moins θ1 plus K sur M θ2 moins θ1 qui s'annule, ce qui me fait 0. Et par propriété de la linéarité de la dérivée, θ1 point plus θ2 point, c'est pareil que θ1 plus θ2 point, c'est-à-dire première équation, S point, la somme dérivée deux fois, plus G sur L fois la somme égale 0. Et ça, c'est une équation découplée. C'est une équation d'oscillateur harmonique, de pulsation qu'on va appeler oméga 1 carré égale G sur L. Et donc la première solution, c'est S de t égale A1 cos oméga 1 t plus B1 sin oméga 1 t. D'accord? Donc ici, c'est une équation d'oscillateur harmonique. Les solutions sont en cos plus sin, classique. Et on a réussi à découpler ces équations. Pour la deuxième, on veut faire apparaître θ2 moins θ1. Donc on va faire 1 moins 2. Et même chose, je vais me retrouver avec θ2 point moins θ1 point plus G sur L facteur de θ2 moins θ1 plus K sur M facteur de θ2 moins θ1 mais qui va apparaître en deux fois. Plus 2K sur M facteur de θ2 moins θ1 égale 0. Et donc ça, on peut le remettre sous la forme θ2 D la différence point pour la même raison que tout à l'heure, plus G sur L plus 2K sur M D égale 0. Hop, je vais faire comme tout à l'heure, je vais le mettre en rouge. Et donc deuxième équation, découplée de nouveau, avec D plus 2G sur L plus 2K sur M D égale 0. Et donc on vient identifier ici une deuxième pulsation, qui est oméga 2 carré égale G sur L plus 2K sur M. Et donc oméga 2 égale racine de G sur L plus 2K sur M. Et la solution de cette deuxième équation, c'est la même chose, c'est D de T
égale A2 cos oméga 2t plus B2 sin oméga 2t. Donc vous voyez que la résolution fait apparaître deux pulsations différentes, la pulsation oméga 1 et la pulsation oméga 2. Maintenant, il faut résoudre de manière générale en appliquant les conditions initiales, et pour cela, on va se servir de l'énoncé qui nous dit que les pendules sont lâchées sans vitesse initiale et qu'on écarte initialement le pendule 2 d'un angle θ0. Donc, en condition initiale, on a que θ2 de 0 est égal à un certain angle θ0, que θ1 de 0 égale 0, et que θ1 point de 0 égale 0, θ2 point de 0 égale 0. Ça, c'est la traduction des sans vitesse initiale. Et donc, à partir de ça, si on travaille encore un petit peu, eh bien, en sommant les deux, on va trouver que S de 0 est égal à 0, que D de 0 est égal à θ0, pardon, je dis une bêtise ici, D de 0 est égal à θ0, que S point de 0 est égal à 0 et que D point de 0 est égal à 0. Et maintenant, si vous appliquez ça sur vos solutions S et D, vous allez trouver, à l'aide de l'annulation des vitesses initiales, c'est un résultat assez classique, que B1 égale B2 égale 0. Ça, je vous invite à le vérifier, c'est assez facile. Et vous allez trouver également, par application des conditions initiales sur S de 0 et D de 0, que A1 égale A2 égale θ0. Donc finalement, on a que S de T est égal à θ0 cos oméga 1t et que D de T est égal à θ0 cos oméga 2t. Et donc par demi-somme et par demi-différence, on en déduit que θ2 de t, θ2 c'était la demi-somme, c'est donc égal à θ0 sur 2 facteur de cos oméga 1t plus cos oméga 2t, et θ1 de t, c'est égal à θ0 sur 2, θ1 c'était s moins d sur 2, facteur de cos de oméga 1t moins cos de oméga 2t. Voilà. Donc là, on a réussi à obtenir θ1 et θ2, c'était loin d'être évident. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation, elle n'est pas purement harmonique, elle n'est pas purement sinusoïdale, puisque ça fait apparaître deux pulsations complètement différentes. Et si vous vous amusez à tracer l'évolution de θ1 et de θ2, eh bien ici, vous allez obtenir quelque chose qui va ressembler à ça, qui ressemble à ce qu'on appelle un phénomène de battement, en fait, en physique, pour lequel vous avez une période qu'on appelle la période de l'enveloppe qui est assez lente, que je suis en train de représenter en rouge, par exemple, pour le signal orange, au sein de laquelle vous avez des petites oscillations beaucoup plus rapides, et ça s'appelle un phénomène de battement. Donc en fait, vous avez une combinaison linéaire de ce qu'on appellerait en physique des modes propres, que sont les modes d'oscillation à oméga 1 et à oméga 2. Donc voilà pour ce problème qui était loin d'être évident. Donc je vous invite à bien réfléchir à vos questions si jamais ce n'était pas clair. Et alors pour terminer, je vais vous montrer une petite simulation de ce pendule pour vous montrer que ça existe dans la vraie vie, en fait, ici. Donc on a un ressort horizontal avec deux pendules. Et donc nous, l'expérience qu'on a fait, c'était d'écarter le pendule de droite d'un certain angle. Par exemple ici de 1. Et ensuite de laisser le gauche initial et de démarrer. Et donc on a bien une oscillation, vous regardez au départ c'est le pendule bleu qui a des angles très grands, et ensuite le pendule bleu ralenti, pour laisser place à une très grande oscillation du pendule rouge, et après ça va repartir dans l'autre sens, et donc ça c'est ce qu'on appelle un phénomène de battement pour chacun des angles, et donc on obtient bien la courbe que l'on a représentée ensemble avant sur la correction de l'exercice. Et alors pour la petite histoire, et pour terminer sur les pendules couplées, sachez qu'il existe des modes qu'on appelle des modes propres, pour lesquels l'évolution est purement sinusoïdale. Il en existe deux. Celui pour lequel vous lancez les deux pendules avec le même angle de départ. Et là, vous voyez que dans ce cas-là, on a clairement une évolution qui est purement sinusoïdale pour chacun des pendules. Et dans ce cas-là, les pendules oscillent en phase. Ça s'appelle le mode symétrique du pendule couplé. Et ce mode, il est effectué à la première pulsation, qui était la pulsation oméga 1 de tout à l'heure. Et il existe
un deuxième mode qui s'appelle le mode antisymétrique, pour lequel on lancerait les pendules avec un angle initial opposé. Et dans ce cas-là, eh bien, les masses vibrent avec une opposition de phase, et donc ça s'appelle le mode antisymétrique, mais de nouveau, l'évolution est purement sinusoïdale. Donc voilà pour les pendules couplées, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.